Le cri déchira la nuit parisienne comme un éclat de verre brisé. Tu n'es plus mon frère. Sors d'ici, Quentin, avant que je ne te déteste vraiment. Élise, ma sœur aînée, les yeux injectés de larmes de rage, claqua la porte de notre appartement haussmannien du Marais si fort que les moulures du plafond tremblèrent. J'étais figé sur le trottoir mouillé de la rue des Francs-Bourgeois, le cœur cognant comme un tambour de carnaval détraqué, une valise à la main et le secret que j'avais enfin osé murmurer « Je suis gay, Élise, je t'aime assez pour te le dire » encore suspendu dans l'air froid d'octobre 2005. Paris, cette ville des amours éternels, m'avait toujours semblé un refuge, avec ses cafés enfumés où les artistes se confessaient à demi-mot et ses ruelles pavées qui absorbaient les murmures des cœurs brisés. Mais ce soir-là, elle se muait en labyrinthe hostile, ses lumières jaunâtres se moquant de mon exil impromptu. À 19 ans, orphelin de père depuis l'enfance et orphelin de sœur depuis ces mots fatidiques, je traînais ma carcasse jusqu'à la Seine, où les eaux noires lapidaient les quais comme une promesse de noyade. Pourquoi maintenant, me demandais-je, les larmes se mêlant à la pluie. Élise, avec ses 22 ans et son job de professeur stagiaire, avait été mon ancre, la seule famille après la mort de maman dans cet accident absurde sur la 6. Et voilà qu'elle me rejetait, invoquant la honte familiale, les ragots du quartier, l'idée tordue que mon péché souillait notre lignée bourgeoise. Je m'assis sur un banc près du Pont-Neuf, la valise comme une pierre à mon pied, et sortis mon téléphone portable, un Nokia bas de gamme qui vibrait déjà d'un message de mon ami d'université, « Lucas, t'es où ? On t'attend au bar Le Procope. » Les Procopes, ce bastion littéraire du 6e arrondissement, où Voltaire avait jadis insulté Rousseau. Ironie du sort, un lieu de passion intellectuelle pour un garçon comme moi, qui n'avait confessé son amour que pour un garçon nommé Antoine, un flirt éphémère lors d'une soirée étudiante. Antoine, avec ses boucles rousses et son rire contagieux, m'avait fait comprendre que mon corps n'était pas une prison, mais une carte vers des territoires inexplorés. Pourtant, ce soir, même son souvenir ne suffisait pas à chasser le froid qui s'infiltrait dans mes os. Les heures s'étirèrent en une éternité pluvieuse. Je finis par héler un taxi, un luxe que je payais avec mes économies d'étudiant en littérature à la Sorbonne, et atterris chez Lucas, un garçon efflanqué aux lunettes rondes et aux idées anarchistes. Raconte, me dit-il simplement, en me tendant un verre de vin rouge corsé, un Bordeaux qui picotait la gorge comme un reproche. Et je racontais, les dîners familiaux où Élise me défendait contre les moqueries de nos cousins catholiques, les nuits où elle me bordait en chuchotant que nous étions les deux contre le monde. Puis, ce coming out impulsé par une dispute banale sur mon manque de copine. Sa réaction ? Un ouragan de bibles et de préjugés hérités de notre grand-mère bigote. C'est pas toi, Quentin. C'est le diable qui parle par ta bouche. Ces mots me hantaient, plus acérés que les pavés sous mes semelles. Lucas m'offrit son canapé pour la nuit, et le lendemain, je m'installai dans une chambre de bonne sous les toits du quartier latin, un cagibi exigu où l'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du fromage rance du fromager d'en bas. La Sorbonne devint mon salut, les amphis bondés, les débats enflammés sur Proust et son à la recherche du temps perdu. Le temps, ce traître qui efface les plaies ou les creuse. J'y rencontrai Florian lors d'un séminaire sur Baudelaire. Il était assis au fond de la salle, un garçon de 20 ans aux yeux verts perçants, aux cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage anguleux, marqué par une cicatrice discrète au sourcil gauche au souvenir d'une chute à vélo dans sa jeunesse normande. Les fleurs du mal, murmura-t-il quand le professeur cita le balcon, et sa voix, grave et veloutée comme un concerto de Ravel, me transperça. Après le cours, sous le préau de la Sorbonne, il m'aborda, « Tu as l'air d'un type qui lit les malheurs pour mieux les conjurer. Café ?» Son sourire était un hameçon, et je mordis. Nous nous assîmes au café de Flore, ce temple saint-germanois où Sartre avait théorisé l'enfer comme les autres. Florian commanda un expresso serré, et moi, un chocolat chaud pour masquer mon tremblement intérieur. Je m'appelle Florian, originaire de Rouen, études de philosophie. Et toi, Quentin, tu fuis quoi dans ces pages jaunies ? Sa franchise me désarma. Je balbutiai sur ma sœur, sur Paris qui m'avait adopté par défaut, sur ce vide béant au creux de la poitrine. Il écouta, sans jugement, ses doigts effleurant les miens par accident, ou était-ce un accident ? Sur la table en marbre froid. Les jours suivants furent une danse hésitante. Florian m'initia aux joies secrètes de la rive gauche, les bouquineries de la rue de la Huchette, où nous chassions des éditions rares de J. de Corridon, ce plaidoyer pour l'amour homosexuel que je lisais en cachette. Il me raconta son propre chemin, un père marin pêcheur qu'il avait surpris avec un camarade d'école, une gifle suivie d'un silence radio depuis. La famille, c'est un contrat fragile, Quentin. Mais l'amour ? C'est une révolution.
Ces mots allumaient en moi une flamme que je n'osais pas nommer encore. Nous marchions le long de la Seine au crépuscule, les ponts illuminés comme des veines d'or, et il citait Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. La pluie, encore elle, complice de nos confidences. Un soir de novembre, après une projection de Brokeback Mountain au cinéma Le Champeau, ce film américain qui nous avait tous deux émus aux larmes, avec ses cow-boys maudits par une société impitoyable, Florian me prit la main dans l'ombre de la salle. Ses paumes étaient chaudes, calleuses d'avoir réparé des vélos pour payer ses études. Quentin, je crois que je t'aime, souffla-t-il quand les lumières se rallumèrent. Mon cœur s'emballa, un mélange de joie et de terreur. Nous nous embrassâmes pour la première fois sous l'arcade du Odéon, un baiser maladroit, urgent, goût de pop-corn et de liberté volée. Paris, cette nuit-là, n'était plus une prison, mais un amant complice. Pourtant, l'ombre d'Élise planait. Ses appels s'étaient tus, remplacés par un silence assourdissant. Je lui écrivis une lettre à l'ancienne, sur du papier crème parfumé à la lavande, implorant son pardon pour avoir brisé notre lien. Pas de réponse. Florian devint mon phare, il m'apprit à cuisiner des crêpes normandes dans ma chambre de bonne, à rire des touristes égarés place Saint-Michel, à faire l'amour avec une tendresse qui effaçait les cicatrices. Nos corps s'entremêlaient sous les draps usés, ces murmures en français ancien mon beau damoiseau me faisant oublier le monde. Mais au fond de moi, une fissure persistait, la trahison fraternelle, ce rejet qui me murmurait que l'amour, même pur, était condamné. Les mois passèrent en un tourbillon de lectures partagées et de nuits volées. Florian décrocha un stage à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, ce vaisseau de verre au bord de la Seine qui abritait les secrets du monde. Moi, je rédigeais mes premiers contes, inspirés de nos errances, des histoires de garçons perdus dans la ville lumière, cherchant leur ombre dans les miroirs des vitrines. Nous rêvions d'un futur, un appartement rue de Rivoli, des voyages en train vers la Côte d'Azur, une vie où l'amour n'était pas un scandale mais une évidence. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Un matin de printemps 2006, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en nuages roses, un coup à la porte de ma chambre me tira du lit. Florian dormait encore, nu et paisible, son torse marqué de tatouages discrets et une ancre, symbole de ses racines maritimes. J'ouvris, et là, sur le palier étroit, se tenait Élise. Amaigrie, les yeux cernés, un manteau trop grand sur les épaules. Quentin. Je suis venu te supplier. Pardonne-moi. Ces mots flottèrent dans l'air comme une feuille morte dans le vent d'avril. Élise, que je n'avais pas vue depuis 7 mois, semblait une ombre d'elle-même, ses cheveux châtains, autrefois cascadant en boucles parfaites, étaient ternes et noués en un chignon négligé, ses yeux bleus, miroir de notre mère, étaient rougis par des pleurs récents. Elle portait une valise cabossée, identique à la mienne de cette nuit fatidique, et ses lèvres tremblaient comme si chaque syllabe lui coûtait un morceau d'âme. Entre, murmurai-je, la voix rauque de sommeil et de stupeur, tandis que Florian remuait derrière moi, jetant un regard curieux par-dessus mon épaule. Nous nous assîmes dans le minuscule salon à un coin de la chambre meublée d'une table pliante et de 2 chaises dépareillées. Florian, sentant la tension, s'habilla en hâte et prétexta un cours matinal pour nous laisser seuls. « Appelle-moi si tu as besoin » souffla-t-il en m'embrassant sur la tempe, un geste possessif et réconfortant qui fit tressaillir Élise. La porte claqua doucement, et le silence s'abattit, lourd comme la poussière des mansardes parisiennes. « Pourquoi maintenant » demandai-je enfin, les bras croisés sur ma poitrine pour contenir le tumulte intérieur. Élise baissa les yeux, triturant un mouchoir froissé. « C'est maman. »« Non, attends. C'est moi. J'ai tout gâché, Quentin. J'ai prié, j'ai lu, j'ai pleuré. Et puis, j'ai compris, c'était pas le diable. C'était toi, mon petit frère, que j'ai trahi par peur. » Ses aveux se déversèrent en un flot ininterrompu. Après mon départ, elle avait sombré, congédiée de son poste pour absence répétée, harcelée par nos tantes qui colportaient les rumeurs. Le petit Quentin est devenu une abomination, et toi, Élise, tu l'as laissé faire? Elle avait fui l'appartement familial, errant de squat en ami compatissant, jusqu'à atterrir dans un groupe de soutien pour familles déchirées par l'homophobie. Là-bas, j'ai rencontré des gens comme toi. Des frères, des sœurs, qui racontaient des histoires qui me renvoyaient à la nôtre. J'ai vu un psy, Quentin. Il m'a dit que mon rejet, c'était ma propre peur, peur de l'amour, peur de ne pas être à la hauteur de maman. Les larmes coulaient maintenant, traçant des sillons salés sur ses joues pâles. Elle tendit la main, mais je reculai, le cœur déchiré entre la rage et la pitié. Paris, dehors,
bruissaient de sa vie indifférente, les klaxons des Vélib, les rires des étudiants au pied de Notre-Dame, le parfum des croissants frais montant des boulangeries. Mais dans cette chambre étouffante, le temps s'était figé en un face-à-face impitoyable. Tu m'as jeté dehors comme un chien, Élise. Tu m'as dit que je n'étais plus ton frère. Et maintenant, tu reviens, valise en main, en quémandant pardon? Ma voix montait, un crescendo baudelairien de colère contenue. Elle hocha la tête, brisée. Je sais. Je mérite ta haine. Mais j'ai besoin de toi. Pas pour moi ou pour nous. Recommençons, Quentin. Laisse-moi te prouver que je peux changer. Florian revint plus tard, les bras chargés de baguettes et de fromage de la rue Mouffetard. Il nous trouva enlacés sur le lit, non pas en réconciliation triomphante, mais en une étreinte fragile, comme deux rescapés d'un naufrage. Tout va bien, demanda-t-il, ses yeux verts scrutant les miens avec cette acuité qui me désarmait toujours. Élise se redressa, essuyant ses yeux. Je suis Élise, la sœur indigne. Et toi, tu dois être l'homme qui a sauvé mon frère. Florian rit, un son clair comme un vin de Loire, et posa le panier sur la table. Sauvé? Non. Aimer, peut-être. Ce mot, aimer, flotta entre nous trois, un pont précaire sur l'abîme. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Élise s'installa temporairement dans un hôtel bon marché du 14e, mais elle revenait chaque soir pour dîner, des ratatouilles improvisées où elle taquinait Florian sur son accent normand, des soirées cinéma où nous regardions A Call Me By Your Name, ce film italien qui résonnait si fort avec nos propres tourments. Florian, avec sa patience infinie, l'écoutait déballer ses regrets, citant Sartre pour la consoler, l'enfer, c'est les autres mais le paradis aussi. Moi, je naviguais entre joie et méfiance, mon cœur un yo-yo entre le passé et le présent. Nos nuits avec Florian reprenaient leur cours, plus intenses, comme si l'ombre d'Élise attisait nos désirs. Ses mains sur ma peau, sous les couvertures, murmuraient des promesses, je suis là, Quentin. Pour de bon. Mais le doute s'insinuait, sournois comme la brume sur la Marne. Élise parlait de reconstruction familiale, mais je sentais des non-dits, des appels qu'elle prenait en chuchotant, des regards fuyant vers son téléphone. Un soir, après une dispute anodine sur le partage des tâches ménagères vestiges de notre enfance, elle craqua, Quentin, il y a autre chose. J'ai rencontré quelqu'un. Un homme, prêtre en formation. Il sait pour toi, et il m'a demandé de choisir. Le choc me frappa comme un coup de Vendée. Un prêtre? L'ironie était cruelle, un écho de nos batailles passées. Choisir quoi, Élise? Entre ton frère gay et ton dieu misogyne? Florian, témoin silencieux, posa une main sur mon épaule, mais la fissure était là, béante. L'été 2006 s'annonçait caniculaire, Paris étouffant sous une chape de chaleur qui faisait fondre les trottoirs. Nous décidâmes d'une escapade, un week-end à Giverny, chez Monet, pour peindre notre propre tableau, comme le proposa Florian avec son optimisme philosophique. Élise insista pour venir, et nous partîmes en train, entassés dans un compartiment brinque-ballant. Les champs normands défilaient, verts et ondulants, un contraste bienvenu avec la grisaille urbaine. À Giverny, sous les nénuphars du jardin, Élise s'ouvrit enfin, ce prêtre, Marc, il m'aime malgré mes fautes. Mais il refuse de me voir tant que je n'ai pas réparé ce que j'ai brisé avec toi. Ces mots étaient un baume, mais teintés d'amertume. Était-ce sincère, ou un calcul pour apaiser sa conscience? Florian et moi, lors d'une promenade solitaire au bord de l'Epte, nous confiâmes nos peurs. Elle change, Quentin, mais le pardon, c'est ton choix. Pas une dette. Son baiser, là, sous les saules pleureurs, fut un serment, charnel, profond, chargé de l'odeur de l'herbe humide. Nous fîmes l'amour ce soir-là dans une chambre d'hôte modeste, les fenêtres ouvertes sur le chant des grenouilles, nos corps fusionnant en une symphonie de souffles et de caresses. Élise, dans la pièce voisine, pleurait doucement ou riait. Je n'osais pas vérifier. De retour à Paris, l'idylle vacilla. Élise trouva un job de serveuse au café des Capucines, et nos dîners devinrent rituels, rires forcés, anecdotes sur les clients excentriques. Mais un soir d'août, alors que la canicule nous confinait dans l'appartement, le téléphone sonna. C'était Marc, le prêtre en herbe, exigeant une rencontre. Élise pâlit, puis se tourna vers moi, « Viens avec moi, Quentin. Montre-lui qui tu es. » Contre l'avis de Florian, c'est une embuscade émotionnelle, j'acceptai. Nous nous rendîmes à une petite église du VE arrondissement, Saint-Séverin,
avec ses gargouilles grimaçantes veillant sur les pêcheurs. Marc était un homme de 30 ans, austère en col romain, les yeux perçants comme des lames. « Dieu pardonne tout, dit-il, mais l'homosexualité est un fardeau à porter en silence. » Ces mots me glacèrent. Élise, déchirée, murmura, « Marc, arrête. Quentin est mon sang. » La confrontation dégénéra, cri étouffé dans la nef gothique, accusation volante. « Tu me rejettes pour lui, » hurlai-je à Élise. Elle sanglota, « Non. Pour nous tous. » Marc partit, furieux, et Élise s'effondra à mes pieds. Ce fut le premier vrai test, pardonnerais-je? Florian, qui m'attendait dehors, me serra contre lui sous la pluie d'orage. « Tu n'es pas seul, mon amour. » Cette nuit-là, lové dans ses bras, je compris que l'amour vrai n'efface pas les cicatrices, mais les illumine. Pourtant, le destin tissait sa toile plus serrée. Fin septembre, Élise annonça sa grossesse, enceinte de Marc, qu'il avait quitté après notre dispute. Il dit que c'est un signe divin pour me punir. Son désespoir était palpable, un cri muet dans la nuit parisienne. Je la pris dans mes bras, pour la première fois sans réserve. « On va s'en sortir, grande sœur. Ensemble. » Florian hocha la tête, son pragmatisme normand prenant le relais, rendez-vous chez le gynécologue, papiers administratifs, un réseau de soutien LGBTQ+, qu'il connaissait via ses lectures militantes. Paris, ville des Lumières, nous offrait ses refuges, cliniques discrètes, associations bienveillantes. Mais au milieu de cette tempête, notre amour à Florian et moi fleurissait en secret jardin. Nous louâmes un petit appartement rue des Écoles, un 2 pièces avec vue sur les toits en zinc. Les matins, il me préparait du café au lait, et nous lisions le Figaro ensemble, commentant les scandales politiques avec cynisme. Les nuits, nos corps exploraient des territoires nouveaux, jeux de rôle inspirés de nos auteurs préférés, où j'étais le dandy proustien et lui le vagabond rimbaudien. « Je t'aime au-delà des mots, » murmura-t-il, ses lèvres sur ma nuque, et je croyais en cet au-delà. Élise accoucha en mai 2007, une petite fille nommée Louise, aux yeux bleus comme les nôtres. La maternité Port-Royal, avec ses couloirs aseptisés, fut le théâtre de notre rédemption partielle. Je tins la main d'Élise pendant les contractions, Florian veillait dehors avec des roses du marché des fleurs. « Merci, petit frère, » souffla-t-elle en berçant l'enfant. Mais la joie était fragile, Marc refusa toute paternité, invoquant un appel supérieur. Élise sombra dans une dépression postpartum, et ce fut Florian qui la tira du gouffre, avec ses lectures de Camus, dans L'homme absurde, il y a la révolte. L'automne revint, chargé de feuilles mortes et de promesses tenues à demi. Nous formions un trio improbable, Quentin l'écorché, Florian l'ancrage, Élise la repentie. Mais sous la surface, des courants contraires bouillonnaient. Un soir, en fouillant par inadvertance dans les affaires d'Élise où elle squattait notre canapé depuis l'accouchement, je trouvai des lettres de Marc, des missives enflammées où il suppliait son retour, promettant de guérir son fardeau familial. La trahison me frappa de plein fouet, utilisait-elle mon pardon pour reconquérir son amant? Le doute s'installa, poison lent. La découverte de ces lettres fut comme un poignard glissé entre les côtes, silencieux et précis. Assis sur le rebord de la fenêtre de notre appartement rue des Écoles, je relisais les mots de Marc pour la 10e fois, « Reviens, Élise. Ton frère est une tentation que Dieu met sur notre chemin pour nous tester. Ensemble, nous prierons pour son salut. » Le papier craquait sous mes doigts, et Paris, en contrebas, pulsait de son indifférence cosmique les passants pressés, les lumières des brasseries qui s'allumaient comme des étoiles factices. Florian rentra tard ce soir-là, épuisé par une journée à la BNF à cataloguer des manuscrits oubliés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en posant son sac, voyant mon visage fermé. Je lui tendis les lettres, muet, le cœur un nœud gordien. Il lut en silence, ses yeux verts s'assombrissant comme un ciel d'orage sur la Manche. Puis, il me prit dans ses bras, son corps solide contre le mien, et murmura, « C'est sa bataille, Quentin. Pas la nôtre. Mais si elle te blesse encore, je serai là pour te ramasser. » Sa voix, ce timbre grave qui m'avait conquis 2 ans plus tôt, était un rempart. Nous fîmes l'amour ce soir-là avec une urgence nouvelle, comme pour sceller notre bulle contre l'intrusion du monde. Ses caresses étaient des serments, sur mes épaules, mes hanches, l'intérieur de mes cuisses, il traçait des cartes invisibles de fidélité. « Tu es à moi » souffla-t-il, et je m'abandonnai, oubliant un instant les ombres. Le lendemain, confrontation inévitable. Élise berçait Louise dans le salon, fredonnant une berceuse de notre enfance au clair de la lune, quand je posai les lettres sur la table basse. Ses yeux s'écarquillèrent,
puis se remplir de larmes. Quentin, ce n'est pas ce que tu crois. Marc. Il me harcèle. Je lui ai dit non, 1000 fois, mais il insiste. Sa voix chevrotait, un mélange de vérité et de désespoir. Louise gazouilla, innocente, et ce son me désarma. Prouve-le, Élise. Bloque-le. Et reste avec nous, pas pour expier, mais pour être sœur. Elle hocha la tête, brisée, et composa le numéro devant moi, laissant passer sur répondeur un message ferme, c'est fini, Marc. Ne m'appelle plus. Le silence qui suivit fut un vide fertile, où les mots manquaient mais les gestes parlaient. Florian, avec son esprit pratique, organisa une thérapie familiale au centre LGBT de Paris, un havre discret près de la Bastille. Les séances étaient des duels verbaux, Élise confessait ses peurs religieuses, héritées de notre grand-mère, je vidais ma rancœur, ses nuits solitaires après son rejet, Florian modérait, citant Foucault sur la construction sociale de la sexualité. L'amour n'est pas une norme, c'est une subversion, disait-il, et le thérapeute hochait la tête. Petit à petit, les murs tombaient. Élise apprit à changer les couches de Louise en écoutant du jazz manouche, et je lui pardonnai en l'aidant à rédiger un CV pour un poste d'assistante sociale ou ironie du sort, aidant les familles brisées comme la nôtre. L'hiver 2007 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en ruban argenté. Nous célébrâmes Noël dans un petit restaurant du Marais, le Guérec, un lieu kitsch mais chaleureux où les drag queens servaient du foie gras. Élise, radieuse malgré les cernes, leva son verre, à nous, les rescapés. Florian, à ma droite, glissa sa main dans la mienne sous la table, un geste banal devenu sacrement. Louise, emmitouflée dans un bonnet de laine, babillait sur les genoux d'Élise. Pour la première fois depuis des années, je sentis la famille non comme un fardeau, mais comme un feu de cheminée. Mais la vie, cette tragédienne capricieuse, réservait son coup de théâtre. Au printemps 2008, Florian reçut une offre d'emploi, conservateur adjoint au musée des Beaux-Arts de Rouen, sa ville natale. C'est une chance, Quentin. Plus d'argent, un appartement avec jardin. Ses yeux brillaient d'excitation, mais je vis l'ombre, la distance, Rouen-Paris, 2 heures de TER, un week-end sur 2. Élise, sentant le vent tourner, proposa, venez avec moi à Rouen. J'ai entendu pour un poste d'enseignant là-bas. Le dilemme me rongeait, quitter Paris, cet amant de volage qui m'avait vu naître et renaître, pour un amour stable? Ou rester, ancré dans mes études doctorales sur la littérature queer française? Les nuits devinrent des conseils de guerre. Florian et moi, enlacés sur notre lit des faits, disséquions les pour et les contre. Je t'aime où que tu sois, murmura-t-il, ses lèvres sur mon cou, mais la peur de l'éloignement nous liait plus fort. Élise, pragmatique, cherchait déjà des logements, une maison mitoyenne près de la cathédrale de Rouen, avec un jardin pour Louise. Ce sera notre nouveau départ, à tous. Son enthousiasme masquait-il encore des secrets? Un soir, en rangeant ses affaires, je tombai sur un billet de train pour Paris, daté de la semaine suivante, avec un mot, rendez-vous avec l'avocat ou pour la pension de Marc. Elle avait menti? Non, confia-t-elle plus tard, c'était pour forcer Marc à assumer sa paternité, un combat légal qu'elle menait en solo pour ne pas nous alourdir. La décision tomba comme un coup près, nous partions. L'été 2008 nous vit charger un camion de déménagement, adieu à la rue des Écoles et ses souvenirs. Rouen nous accueillit avec ses ruelles médiévales et son air salin, un contraste apaisant avec le tumulte parisien. Florian s'épanouit au musée, cataloguant des toiles de Monet et de Boudin, je trouvai un poste d'enseignant à l'université locale, et Élise, un emploi stable auprès d'enfants en difficulté. Louise grandissait, une tornade de boucles blondes et de questions innocentes, pourquoi tonton Quentin embrasse tonton Florian? Élise riait, parce que l'amour n'a pas de genre, ma chérie. Pourtant, le passé ressurgit, spectral. Marc, averti par l'avocat, débarqua un soir d'octobre à Rouen, col romain impeccable, Bible en main. Il frappa à notre porte, Élise blêmit, et la scène se joua dans notre salon exigu, accusation biblique contre nos arguments laïques. Tu corromps ton frère avec ton vice, hurla-t-il à Élise. Florian, protecteur, intervint, sortez, monsieur. Ici, l'amour est sacré, pas condamné. Marc partit, mais ses mots empoisonnèrent l'air. Élise, effondrée, avoua tout, ses doutes persistants, ses prières nocturnes pour guérir notre famille. Je vous aime, mais j'ai peur pour Louise. Le choc fut un tremblement de terre, après tout ce chemin, la trahison rampait encore. Je quittai la maison cette nuit-là, marchant le long de la Seine normande haut, cette Seine fidèle, de Paris à Rouen,
les larmes coulant librement. Florian me rejoignit au pont Bois-Eldieu, me serra contre lui. Elle lutte, Quentin. Comme nous tous. Nous rentrâmes, et la crise passa en une nuit de veille collective, Élise pleura ses contradictions, Florian cita Camus sur l'absurde, et je pardonnai, encore, car l'amour fraternel est une dette infinie. L'année 2009 apporta un semblant de paix. Florian et moi, nous nous mariâmes civilement au Pax, à l'époque, une cérémonie discrète à la mairie de Rouen, avec Élise comme témoin et Louise jetant des pétales de rose fanées. Paris nous manquait, mais Rouen offrait son calme, promenade dans les jardins de l'hôtel de Bourtroude, dîner aux chandelles où Florian me récitait des sonnets de Ronsard. Nos corps, usés par le temps mais affamés d'éternité, se redécouvraient, lentes explorations sous la douche, matins paresseux où ses mains cartographiaient mes envies. Pour toujours, murmurait-il, et je le croyais. Mais le chaos guettait, inexorable. En 2010, Élise rencontra Paul, un veuf divorcé, athée convaincu et père de 2 garçons. Leur idylle fut un baume, pique-nique au jardin des plantes de Rouen, rire partagé. Pourtant, quand elle annonça ses fiançailles, un doute me tarauda, Paul savait-il pour moi? Pour nous? Élise jura, il t'adore, Quentin. Il veut une famille arc-en-ciel. Le mariage eut lieu en été 2011, une fête champêtre près de Dieppe, avec la mer en toile de fond. Florian et moi dansâmes, ivres de cidre, sous un ciel étoilé, nos corps pressés l'un contre l'autre en une valse intime. La trahison frappa comme l'éclair. Quelques mois plus tard, lors d'un dîner familial, Paul, éméché, lâcha, Élite, ton frère et son ami, c'est pas normal pour élever Louise. Pense à l'héritage. Élise rit nerveusement, mais ses yeux trahirent la fissure. Plus tard, seule avec moi, elle confessa, il a des idées rétrogrades, Quentin. Mais je l'aime. Et Louise a besoin d'un père. Le monde bascula. Était-ce un nouveau rejet, masqué sous des excuses? Florian, furieux, plaida, coupe les ponts, ou perds-nous. Élise choisit, annulation des fiançailles, un scandale local qui fit jaser les commères de Rouen. Le cœur brisé, elle revint chez nous, Louise en pleurs. Je t'ai supplié une fois, Quentin. Maintenant, c'est moi qui supplie, aide-moi à me relever. La boucle se fermait, cruelle et poétique. La révélation de Paul fut le catalyseur d'une tempête qui balaya nos fragiles équilibres. Élise, assise sur les marches du perron de notre maison rouennaise, une bâtisse du XVIIe siècle aux volets verts écaillés, sanglotait en tenant Louise contre elle, la petite fille de 4 ans aux boucles emmêlées par le Vendée. Je pensais qu'il avait changé, Quentin. Ces mots sur toi. C'était comme entendre ma propre voix, cette nuit d'octobre 2005. Ces aveux, hachés par les hoquets, résonnaient dans la rue calme du quartier Saint-Maclou, où les colombages à pans de bois veillaient comme des sentinelles muettes. Florian, à mes côtés, serrait ma main si fort que ses jointures blanchissaient, son silence était éloquent, un mur de déception érigé contre cette énième rechute. Nous l'accueillîmes de nouveau, non par faiblesse, mais par un pacte tacite, thérapie renforcée, limite claire. Le centre d'aide aux familles LGBTQ+ de Rouen devint notre seconde maison, avec ses ateliers sur la résilience et ses groupes de parole où Élise apprit à nommer son privilège hétérosexuel d'un terme que Florian, amateur de jargon académique, affectionnait. C'est pas une maladie, Élise, dit-il un soir autour d'une tisane à la verveine. C'est une ignorance qu'on corrige. Elle hocha la tête, les yeux baissés sur sa tasse fumante, et pour la première fois, je vis en elle non une traîtresse, mais une sœur en guerre contre ses démons. Les mois suivants furent un lent ressoudage. Je publiai mon premier recueil de nouvelles, Ombre sur la Seine, des récits inspirés de nos errances, où des frères gays défiaient les tabous familiaux sous un ciel parisien. Les critiques, dans Le Monde et Libération, saluèrent son humanisme poignant, teinté d'un romantisme américain transplanté en France. Cette influence hollywoodienne que j'avais absorbée via les films de Gus Van Sant, avec leurs amours maudits et leurs réconciliations cathartiques. Florian organisa une lecture à la librairie du Musée des Beaux-Arts, et Élise vint, Louise sur les genoux, applaudissant avec fierté. « C'est toi qui as écrit ça? » « Pour nous, demanda-t-elle après, et je souris, le cœur serré, oui, pour nous. Notre vie à 3 ou 4, avec Louise au prix des airs de sitcom familial, mais avec des sous-textes profonds. Florian, promu conservateur en chef, rentrait avec des anecdotes sur des tableaux volés ou des donations mystérieuses, il cuisinait des moules frites normandes qui embaumaient la maison, et nous dînions en écoutant France Musique, des quatuors de Debussy qui apaisaient les âmes. Les nuits, quand Élise et Louise s'endormaient dans la chambre d'amis, Florian et moi reclaimions notre intimité,
ses lèvres sur les miennes dans l'escalier grinçant, nos corps s'entremêlant sur le tapis usé du salon, un mélange de tendresse et de sauvagerie. Tu es mon havre, murmura-t-il, ses doigts traçant des arabesques sur mon dos, et je me perdais en lui, oubliant les fissures du monde. Pourtant, le conflit couvait. Élise, guérie en surface, commença à sortir des cafés littéraires à Rouen, où elle rencontrait des intellectuels progressistes. Un soir d'hiver 2012, elle revint avec un homme, Thomas, un architecte quadragénaire aux lunettes cerclées d'argent et au sourire franc. Il sait tout, Quentin. Et il embrasse Louise sur le front sans arrière-pensée. Thomas s'intégra doucement, pique-nique au bord de la Rebec, ces canaux souterrains qui serpentaient sous Rouen comme des veines cachées, dîner où il débattait avec Florian de Le Corbusier versus Viollet-le-Duc. Pour la première fois, je vis Élise rayonner sans ombre, et Louise l'appela tonton Tom avec une joie contagieuse. Mais la jalousie, ce serpent biblique, s'éveilla en moi. Était-ce de l'envie pour sa stabilité naissante, ou la peur que l'histoire se répète? Florian le sentit, laisse-la voler, mon amour. Toi, tu as déjà conquis le ciel. Sa sagesse, forgée dans les tempêtes passées, me recentra. Nous partîmes en week-end à Étretat, seuls tous les deux, laissant Élise et sa petite tribu à Rouen. Les falaises blanches se dressant sur la Manche comme des cathédrales naturelles nous inspirèrent, longue marche où nous parlions d'avenir, un enfant peut-être, via GPA en Espagne, ou simplement nos livres à venir. La nuit, dans un hôtel art déco face à la mer déchaînée, nos amours furent un feu d'artifice, urgent, profond, avec des murmures en français ancien que Florian inventait pour me faire rire. Mon preux chevalier des brumes, soufflait-il, et je riais, le corps arqué sous le sien. De retour, la nouvelle tomba comme un coup près d'où, Élise était enceinte de Thomas. Une fille, cette fois, prénommée en projet Margot. La joie fut unanime, mais teintée d'appréhension. Et si l'histoire recommence, confiai-je à Florian lors d'une promenade nocturne le long des quais de la Seine rouennaise. Il s'arrêta, me fit face sous un réverbère vacillant, alors, on recommencera. L'amour, c'est ça, une danse avec les fantômes. Son baiser, là, public et fier, dissipa mes doutes. Paris nous manquait toujours ces boulevards haussmanniens, ces théâtres où nous avions vu Angels in America en version sous-titrée, mais Rouen était devenue notre terre promise. L'été 2013 apporta la naissance de Margot, une minuscule chose aux yeux verts comme Florian en coïncidence cruelle. La clinique de Rouen, avec ses murs pastels, fut le théâtre d'une rédemption collective, Élise en sueur, serrant ma main, Thomas, nerveux mais attendri, Louise, fascinée par cette sœur minuscule, et nous, Florian et moi, gardiens silencieux. Regarde ce qu'on a bâti, murmura Élise en me tendant le bébé. Et je vis, non une famille parfaite, mais une mosaïque d'imperfections, colmatée par le pardon. Pourtant, le haut drame guettait au détour d'une rue. En automne, Marc réapparut ordonné prêtre, maigre et fanatique, alerté par des ragots paroissiaux. Il harcela Élise par lettres anonymes, ton adultère avec cet architecte païen souille nos âmes. Rapporte l'enfant au giron de l'église. La peur revint, viscérale. Élise, terrifiée pour ses filles, confia, il sait où nous habitons, Quentin. À cause de Paul, qui lui a tout dit. La trahison en chaîne me révulsa, Paul, l'ex-fiancé, avait vendu la mèche par vengeance. Florian, pragmatique, contacta un avocat, je rédigeai une nouvelle, Le prêtre et la scène, catharsis littéraire où un ecclésiastique hanté par ses propres désirs sombrait dans l'obsession. Le climax survint une nuit de novembre, pluvieuse et hurlante. Marc surgit devant notre porte, Bible en main, clamant des versets apocalyptiques. Repens-toi, Élise. Ton frère gay est la marque de Caïn. Thomas le repoussa, mais Marc dégaina un couteau au nom pour blesser, mais pour tracer une croix sanglante sur notre portail, son propre poignet entaillé en offrande macabre. La police intervint, l'emmenant menotté, délirant sur le jugement dernier. Élise s'effondra, et ce fut moi qui la berçai, pour la première fois inversant les rôles, c'est fini, grande sœur. Il ne nous touchera plus. Les suites judiciaires furent un calvaire, témoignage, audience au tribunal de Rouen, où Marc plaida la folie mystique. Condamné à une peine légère d'internement psychiatrique, il disparut de nos vies, un fantôme exorcisé. Mais les cicatrices? Elles saignaient encore. Élise, en thérapie intensive, confessa ses doutes récurrents, j'ai peur d'être comme lui, Quentin. Incapable d'aimer sans condition. Florian, dans un élan de grâce, organisa une retraite laïque à Honfleur, un week-end de méditation face à la mer, où nous parlâmes jusqu'à l'aube. L'amour humain est imparfait, dis-je.
C'est ce qui le rend divin. 2014 marqua un tournant. Mon recueil fut adapté en pièce de théâtre à Paris ou une production off au théâtre de la ville, avec des acteurs queer qui insufflèrent une vie dramatique à mes mots. Florian et moi y assistâmes, main dans la main, Élise en baby-cité d'urgence pour les petites. La standing ovation fut un baume, pour la première fois, notre histoire romancée, mais vraie touchait des âmes anonymes. Tu as transformé la douleur en art, murmura Florian au rideau final, et ses yeux brillaient de fierté. Notre couple, lui, s'approfondissait en racines noueuses. À 33 ans, je me sentais complet, Florian, mon amant philosophe, qui me surprenait avec des escapades à Deauville, nos matinées paresseuses, où il lisait à voix haute des extraits de Maurice de Forster. Nos ébats étaient un langage évolué, land dance où il explorait mes limites avec une révérence presque sacrée, ou passion fulgurante après une dispute, réconciliation charnelle qui scellait notre unité. Je t'aime comme un Américain aime ses rêves, grand, sans compromis, plaisantait-il, évoquant ce style hollywoodien que nous chérissions dans nos marathons Netflix. Élise, de son côté, épousa Thomas en 2015, une cérémonie civile sobre au bord de la Seine, avec nous comme témoins. Louise et Margot, en robe blanche, semaient des fleurs sauvages. À la famille qu'on choisit porta Élise en toast, et pour une fois, les mots sonnèrent vrais, sans écho de trahison. Mais la vie, impitoyable scénariste, réservait son twist final. En 2016, un appel de Paris, notre appartement haussmannien du Marais, resté loué à un couple d'artistes, avait brûlé à un accident électrique, mais Élise y vit un signe. Revenons, Quentin. La ville nous appelle. Le dilemme raviva les anciens démons, Rouen, notre sanctuaire stable, ou Paris, sirène tentatrice. Le feu qui avait ravagé l'appartement du Marais fut plus qu'un sinistre matériel, il réveilla en nous un fantôme collectif, celui de nos débuts tumultueux. Élise, au téléphone depuis Rouen, sanglotait presque, c'est comme si Paris nous punissait d'avoir fui. Ou nous rappelait à l'ordre. Ces mots, prononcés d'une voix chevrotante, traversèrent les kilomètres comme un fil tendu entre passé et présent. Florian, à mes côtés dans notre cuisine rouennaise où pendaient encore les guirlandes fanées du dernier Noël, posa sa tasse de thé et me regarda, c'est ton choix, Quentin. Mais souviens-toi, les villes ne sauvent pas, les gens oui. Sa sagesse, une fois de plus, était un phare dans la brume. Les semaines suivantes furent un tourbillon de décisions. Thomas, pragmatique architecte, proposa de reconstruire, on pourrait agrandir ici, ajouter une aile pour vous. Mais Paris tirait ses ficelles invisibles, une offre d'enseignement à la Sorbonne pour moi, un poste de consultant culturel à la BNF pour Florian. Élise, sentant le vent, plaida, les filles grandiront mieux là-bas, avec les lumières et les rêves. Louise, 8 ans maintenant, dessinait des tours Eiffel enflammées, Margot, todeleuse espiègle, babillait les PAIS comme un mantra. La famille, cette entité fluide, nous poussait vers l'ouest. Nous partîmes en reconnaissance, un week-end pluvieux de mars 2017, train bondé où Florian lisait les Mrs. Dalloway à voix haute pour nous distraire. Paris nous accueillit en amante capricieuse, grisaille sur les haussmanniens, mais un arc-en-ciel furtif sur Notre-Dame. Nous visitâmes l'appartement reconstruit aux murs repeints, meubles neufs, et l'odeur de peinture fraîche raviva les souvenirs, mon coming out, le rejet, la valise sur le trottoir. C'est ici que tout a commencé, murmura Élise, tenant la main de Thomas. Florian, serrant la mienne, ajouta, et ici que ça renaîtra. La transition fut un chaos organisé. Déménagement en mai, cartons étiquetés et livres queer, souvenirs normands, jouets des filles. Rouen s'effaça en un adieu larmoyant, dîner au vieux carré, embrassade sur le perron. À Paris, nous nous installâmes dans un duplex du 6e, près du Luxembourg jardin où Proust avait médité ses amours perdus. Élise et Thomas prirent un appartement adjacent, rue de Fleurus, et la famille forma un village urbain, dîner croisé, garde d'enfants partagée, promenade dominicale le long des quais. La vie parisienne reprit son pouls effréné. J'enseignais à la Sorbonne des séminaires sur la littérature LGBTQ+ contemporaine, citant Baldwin et White pour leur lyrisme américain greffé sur l'Europe. Florian, à la BNF, organisait des expositions sur l'art queer, de Tom of Finland à Pierre et Gilles. Nos soirées étaient des bals masqués, vernissage au centre Pompidou, où nous dansions au milieu de sculptures abstraites, café au Procope, où nous disséquions l'actualité ou le mariage pour tous, enfin loi en 2013, mais ces batailles résiduelles. L'amour, entre nous, s'était mué en 20 millésimés, profond, nuancé. Les nuits, dans notre chambre au volet mi-clos, ces caresses étaient des poèmes, lentes sur mes seins, urgentes sur mes hanches,
culminant en extase partagée où nos cris se mêlaient au ronron de la ville endormie. Tu es mon Paris éternel, soufflait-il, et je le croyais, corps et âme. Élise, dans cette renaissance, fleurit. Elle lança un blog, Frangine repentie, des chroniques sur le pardon familial et l'homophobie intériorisée, un succès modeste, mais cathartique, relayé par France Inter. Thomas, son rock, conçut leur maison comme un labyrinthe de pièces communicantes, symbole de liens indissolubles. Les filles grandissaient en duo complice, Louise, préado curieuse, dévorait mes livres et questionnait Florian sur l'amour sans fille, Margot, avec son rire cascade, escaladait nos genoux lors des apéros. Pourtant, le conflit final, ce climax humain, surgit de l'intérieur. En 2018, Élise découvrit un cancer du sein stade précoce, mais invasif, comme un traître tapis dans les chairs. La nouvelle tomba lors d'un brunch au Luxembourg, j'ai une tumeur, Quentin. Et j'ai peur. Le monde s'arrêta, les pigeons picorant les croissants figés en statue. Thomas blêmit, les filles ignorantes jouaient au ballon. Florian, pratique, organisa les rendez-vous à l'Institut Curie, moi, je tins la main d'Élise pendant la biopsie, écho inversé de ses accouchements. Les mois de chimio furent un Golgotha laïque, nausées dans les couloirs aseptisés, perruque pour masquer la chute des cheveux, nuit blanche où Élise confessait ses peurs les plus noires. Et si je me ressens avoir vraiment réparé, murmurait-elle, reliée à une perfusion. Je répondais, la gorge nouée, tu l'as fait, Élise. Chaque jour depuis ton retour. Florian, notre pilier, gérait le quotidien, école des filles, course au marché d'Aligre, massage pour Élise après les séances. Notre amour, à nous, devint refuge, étreinte furtive dans la cuisine pendant que les autres dormaient, ses lèvres sur mon front comme un viatique. Le traitement, rude mais efficace, culmina en rémission en 2019. Élise, chauve et radieuse, organisa une fête au bord de la Seine, feux d'artifice artisanaux, discours larmoyants. À la trahison qui nous a sauvés, porta TL, et nous rîmes, catharsis collective. Marc, interné à vie, n'était plus qu'un écho, Paul, un regret effacé. La famille, forgée au feu, scintillait. Aujourd'hui, novembre 2025, Paris sous un automne doré, nous sommes entiers. Florian et moi, après des années de débats, avons adopté un garçon de 6 ans, Adrien, orphelin d'un drame similaire au nôtre, rejet parental pour son différence naissante. Élise, guérie, publie un livre, supplique d'une sœur best-seller discret, préfacé par moi. Louise, ado affirmée, sort avec une fille, Margot rêve d'être pompier. Les dimanches, nous pique-niquons au Pont des Arts, cadenas neuf à nos poignets, le symbole ironique, mais tendre. L'amour, ce mystère, nous a menés ici, non à une fin parfaite, mais à une humanité brute, où les rejets deviennent ponts, les trahisons le sont. Quentin, l'exilé de 2005, regarde Florian endormi à ses côtés, et murmure « Merci d'avoir cru en nous ». La scène coule, éternelle, emportant les ombres. Et dans ce flux, nous renaissons.